La sauce spéciale qui donne toute sa saveur à notre planète, c'est l'eau. Sans elle, pas de vie. Mais qu'est-ce que cette petite molécule a que les autres n'ont pas? L'eau a plus de 70 propriétés qui la différencient totalement de tous les autres liquides connus. L'eau est apparue avant le Soleil. Quand on boit un verre d'eau, celle-ci est beaucoup plus vieille que notre planète. On peut presque dire que la seule présence d'eau liquide dans un environnement donne le coup d'envoi à la vie. L'eau et la vie. Une histoire d'amour universelle? L'eau aime-t-elle la vie au point de la faire émerger envers et contre tout? Et si c'est le cas, comment fait-elle? L'eau est incolore, inodore, insipide. Une substance qu'on pourrait juger sans intérêt, si ce n'est qu'elle est ubiquitaire. On la trouve partout sur Terre. Mieux encore, sa présence est indispensable à l'éclosion de la vie. Pas étonnant que notre planète garde jalousement des océans entiers de ce précieux élixir. Le volume total d'eau sur Terre est de 1,4 milliard de kilomètres cubes. Mais par rapport à la masse de notre planète, ce n'est rien du tout, à peine 0,02%. Si on s'éloigne de la Terre et qu'on s'aventure dans l'espace, on y trouvera plein d'eau. Pour un astrophysicien, l'eau est en fait très abondante dans l'univers. L'univers ne serait pas sec, mais humide? Il y aurait de l'eau courante ailleurs que sur Terre? On sait tous combien de temps on met à remplir un verre d'eau. 2 ou 3 secondes. Mais si on essaie de faire pareil avec du miel, il faut beaucoup plus de temps, rien que pour le voir couler de la cuillère. Si je voulais remplir un verre d'eau dans l'espace, il ne faudrait pas 1 ou 2 secondes, mais plutôt 1 ou 2 millions d'années. Dans le froid interstellaire, l'eau ne gèle pas sous forme de glace telle qu'on la connaît, elle devient un fluide ultra visqueux qui ressemble à du verre, mais qui coule. Ainsi, l'eau ne serait pas celle qu'on croit. Pourtant, depuis des siècles que la science étudie cette substance vitale, on devrait bien la connaître et la comprendre, non? L'eau présente un nombre étonnant d'anomalies. À l'heure actuelle, on en connaît plus de 70, mais pour la plupart, on ne les comprend pas. On n'a pas de modèle cohérent pour expliquer toutes ces anomalies. Ok, donc l'eau est vraiment bizarre. Mais c'est justement cette singularité qui lui permet d'abriter la vie. Ce poisson aurait un gros problème si l'eau n'était pas aussi anormale. Imaginez que cet aquarium est un lac en hiver. L'anomalie la plus surprenante de l'eau, c'est que lorsqu'elle gèle, donc qu'elle passe de l'état liquide à solide, la glace d'eau est moins dense que l'eau liquide. La plupart des liquides sont plus denses en phase solide. Mais si c'était le cas de l'eau, la glace coulerait. Les icebergs n'existeraient pas et patiner sur des lacs gelés serait impossible si l'eau se comportait de façon normale. La glace forme une sorte de pellicule protectrice à la surface du lac, qui emprisonne la chaleur et empêche le lac de geler entièrement. Ainsi, les poissons peuvent survivre tout l'hiver sans être pris dans un gros bloc de glace. À croire que l'eau déjoue exprès et avec adresse les lois de la physique au bénéfice du monde vivant. Se verser un verre de limonade et y ajouter un glaçon, ce n'est possible que sur Terre et qu'avec de l'eau. À température ambiante, les autres molécules analogues, comme le méthane, sont à l'état gazeux. Pour les liquéfier, il faut les refroidir à moins 161 degrés. Voir un glaçon flotter sur la limonade n'a rien de banal. Ce n'est possible qu'avec l'eau. Aucun autre composé chimique ne le permet. Que se passe-t-il si on fabrique un glaçon en alcool, par exemple? Il coule tout de suite au fond. Il ne flotte pas.
les organismes vivants, sans exception, contiennent de l'eau. L'être humain, par exemple, est composé d'eau à 70%, et pour une bonne raison. Nos fluides corporels, et en particulier le sang, ne sont rien d'autre que de l'eau contenant des substances dissoutes. C'est un moyen de transport pour véhiculer les nutriments et l'oxygène dans notre corps. La phase liquide de l'eau, où toutes sortes de substances peuvent se dissoudre, fait d'elle le constituant indispensable de notre corps. Sang, urine, larmes, elle est essentielle jusque dans nos cellules. Toutes sortes de biomolécules sont dissoutes dans l'eau de notre corps. C'est ainsi qu'elles se déplacent et qu'elles forment les composés nécessaires à notre chimie corporelle. Que se passerait-il si l'eau avait des propriétés ne serait-ce qu'un chouïa différentes? Est-ce que tout fonctionnerait encore? L'une des propriétés de l'eau qui la rend si utile aux vivants, c'est qu'elle est liquide à une plage de température idéale pour des processus chimiques complexes. La Terre est-elle comme une oasis pour l'eau, le seul endroit où elle peut déployer toute sa puissance? Ou a-t-elle partout ses super-pouvoirs créateurs de vie? Au début du XXe siècle, un biochimiste de Harvard nommé Lawrence Henderson a émis l'hypothèse que notre univers serait biophile, à savoir bienveillant envers la vie, parce qu'il renferme beaucoup d'eau. L'eau elle-même serait une substance biophile sans égale, parce que non seulement elle favorise la vie, mais elle la rend presque inévitable. Certains y verront la main d'un créateur tout-puissant. Toujours est-il que cette théorie d'un univers biophile, où l'eau engendre la vie, soulève une grande question. Comment fait-elle? Là, on ne peut avoir qu'une réponse très terre-à-terre. C'est comme à la plage. Je vais faire une syncope avant d'avoir fini de gonfler le ballon. Car la Terre est encore et toujours l'unique planète habitée qu'on puisse étudier. Une planète où l'eau existe sous 3 états. Gazeux, liquide et solide. Jusqu'à présent, la Terre est la seule planète où on a pu observer ce phénomène. Et de son côté, l'eau est la seule molécule sur Terre qui soit naturellement présente dans ces 3 états. C'est limpide. L'eau a un statut particulier sur Terre parce que la Terre a un statut particulier pour l'eau. Si l'eau terrestre ne ressemble pas à l'eau extraterrestre et qu'elle se comporte ici comme nulle part ailleurs, est-ce que sa molécule aurait été taillée sur mesure, spécialement pour nous? Non, je suis désolée, mais on n'a absolument rien de spécial. L'eau se compose de 2 molécules d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène. Or, ce sont 2 des éléments les plus abondants dans l'univers. Les composants chimiques de l'eau sont des éléments universels et originels du cosmos. En clair, du prêt-à-porter, pas du sur-mesure. L'hydrogène est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers parce qu'il a été produit dès le Big Bang. L'oxygène est le 3e élément le plus abondant. Il est synthétisé lors de l'apparition des supernovas de type 2, ces étoiles massives qui implosent puis explosent, libérant toutes sortes d'éléments chimiques dans le milieu interstellaire. Des télescopes toujours plus sophistiqués nous permettent de regarder loin dans le passé de l'univers, jusqu'à sa petite enfance. L'eau est apparue dès les débuts de l'univers. Celui-ci est né il y a 13,7 milliards d'années. Et il y a environ 13 milliards d'années, on a commencé à voir de l'eau dans l'univers. Il faut préciser que l'eau, ou plutôt la molécule d'eau, est la même partout dans l'univers. Ce qui rend les choses différentes sur Terre, c'est la spécificité du rapport pression-température qui règne ici. Les conditions terrestres sont juste parfaites pour l'eau liquide. Mais pourrait-on les retrouver sur d'autres planètes? On connaît 52 exoplanètes de faible masse. Un quart de ces planètes sont des mondes aquatiques. Elles sont entièrement recouvertes d'océans. En fonction de la densité d'une planète et de l'orbite qu'elle décrit autour de son étoile, on peut déterminer si elle possède de l'eau.
Et selon la température de cette planète, on peut savoir si elle est à l'état liquide. Si de telles planètes existent, est-il vraisemblable que la vie soit aussi apparue là-bas? Pourquoi pas? J'aimerais y croire. En tant que scientifique, je ne peux pas affirmer qu'on y trouverait de la vie. Mais si vous me demandez mon avis personnel, je pense que oui. Pour l'instant, il s'agit tout au plus d'hypothèses plausibles. Un gros caillou perdu dans l'univers devient-il habitable par la seule présence de l'eau? Je crois qu'on peut dire que l'eau est le plus puissant facteur de changement sur Terre. Elle peut radicalement transformer un environnement. Le cycle de l'eau, évaporation, nuages, pluie, fleuve, il assure la circulation et la disponibilité des nutriments après que l'eau les a dissous de la croûte terrestre. L'eau facilite et perpétue toutes sortes de phénomènes à l'origine de la vie. Le plus fascinant, c'est que l'eau terrestre est comme ci parce que la Terre est comme ça, mais aussi que la Terre est comme ça parce que l'eau est comme ci. Aux premiers jours de la Terre, le Soleil était bien moins puissant. On n'est pas sûr qu'il ait dégagé assez de chaleur pour garder l'eau à l'état liquide. Mais l'eau elle-même aide à réguler la température terrestre, parce qu'elle s'évapore, puis se condense en nuages qui ont un effet régulateur sur le climat. En un sens, on peut dire que l'eau contribue à se maintenir elle-même à l'état liquide. Les nuages, faits de gouttelettes d'eau, renvoient une partie du rayonnement solaire dans l'espace. Cela évite que la Terre se réchauffe trop. L'eau assure donc aussi un climat assez frais pour ne pas s'évaporer complètement. C'est là qu'entre en jeu une autre propriété de l'eau, très utile pour nous, à savoir sa capacité thermique. Elle est exceptionnellement élevée. Il faut énormément d'énergie pour réchauffer 1 litre d'eau d'1 degré. L'avantage, c'est que les océans peuvent stocker d'énormes quantités de chaleur, ce qui freine le réchauffement de la planète. L'eau maintient la Terre à des températures idéales qui autorisent la présence d'eau liquide, le déroulement de processus chimiques complexes et donc la vie. Et si un autre liquide avait recouvert la Terre en grande quantité, se serait-il passé la même chose? Prenez une baignoire remplie d'eau chaude. Elle met un certain temps à refroidir. On en a tous déjà fait l'expérience. Si on remplissait la même baignoire avec de l'alcool chaud, il se refroidirait beaucoup plus vite, parce que sa capacité thermique est plus faible. L'incroyable capacité thermique de l'eau explique que les courants marins parviennent à transporter la chaleur tropicale depuis l'équateur jusque dans l'hémisphère nord. Sans cela, le climat en Europe et aux USA serait glacial. Si l'eau a rendu la Terre habitable, qu'elle crée et régule d'elle-même les conditions pour cela et qu'elle abonde dans l'univers, pourquoi nos voisines directes Vénus et Mars n'ont-elles pas eu droit au même traitement? Comment l'eau qui flotte dans l'immensité de l'espace atterrit-elle sur une planète? Lorsque les étoiles et les planètes se forment, tout commence par un nuage. Cette nébuleuse primordiale est chargée en eau, de l'eau gelée parce qu'il fait très froid dans l'espace. Cette glace d'eau forme un film à la surface des grains de poussière cosmique. Notre système solaire aussi est né dans un nuage de poussière cosmique gelée. Ces minuscules boules de neige se sont agrégées à cause de la gravité en blocs toujours plus grands et toujours plus denses, jusqu'à former des planètes. Donc quand notre système solaire est né, l'eau était déjà là. Si la planète est très loin de l'étoile centrale, elle contiendra beaucoup d'eau parce qu'elle est gelée et froide. Mais si la planète se forme plus près du Soleil, comme la Terre, alors une grande partie de l'eau va s'évaporer. On obtient alors une planète tellurique, plutôt rocheuse. Dans ce cas, les planètes plus éloignées du Soleil doivent posséder encore plus d'eau que la Terre. Il n'est pas facile d'avoir de l'eau liquide dans notre système solaire parce que des conditions spéciales doivent être réunies. Mais on sait qu'Europe ou Ganymède, des lunes de Jupiter, ont une croûte de glace.
et qu'en dessous se trouve un océan liquide. Pourquoi la Terre, située dans une zone plutôt sèche du système solaire, est-elle devenue la planète bleue? L'hypothèse la plus prisée, c'est que la plupart, sinon la totalité de notre eau, est arrivée après la naissance de notre planète, par des comètes et des météorites recouvertes de glace qui se sont écrasées à sa surface. On ne sait toujours pas avec certitude où les molécules inanimées se sont transformées en organismes unicellulaires. Si notre plus vieil ancêtre commun est né aux abords de sources géothermales sous-marines, ou plutôt dans des cuvettes d'eau tiède à la surface. En revanche, la science est unanime. Cela s'est passé dans l'eau. Pourquoi nos voisines Mars et Vénus, elles aussi frappées par des comètes, n'ont-elles pas gardé d'eau liquide à leur surface? Concernant Vénus, il semble qu'elle ait été assez proche du Soleil pour que celui-ci la réchauffe fortement et que son eau s'évapore en grande quantité dans l'atmosphère, à tel point qu'il y a eu un effet de serre incontrôlable. Le climat est devenu si chaud qu'il ne pouvait plus y avoir la moindre goutte d'eau liquide à sa surface. D'une certaine façon, Vénus a bouilli à sec. À l'inverse, Mars est plus éloignée du Soleil que la Terre et elle est de plus petite taille. Son cœur était moins chaud et son activité volcanique s'est arrêtée plus tôt. Sans volcan pour libérer des gaz à effet de serre, Mars s'est refroidi plus vite que la Terre. Il est possible qu'à ses débuts, il y ait eu des étendues d'eau, peut-être même des océans sur Mars. Mais au fur et à mesure que Mars s'est refroidi, son cycle hydrologique s'est arrêté et l'eau est restée piégée sous forme de glace dans ses calottes polaires. Sa distance au Soleil, son volcanisme actif, son champ magnétique protecteur, sa gravité, ses températures ni trop chaudes ni trop froides. Une foule de paramètres qui expliquent que la Terre est restée juste bien. De sorte qu'à la différence de ses voisines, l'eau liquide s'y est maintenue de façon stable. Cela étant, ça ne nous dit toujours pas pourquoi, premièrement, l'eau se comporte chez nous en drôle de zèbre par rapport aux autres molécules, et deuxièmement, c'est justement ce qui a permis l'apparition de la vie. Je vais fabriquer une molécule d'eau. Sa formule chimique est H2O, donc 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Voici H2O. La clé, ce ne sont pas les atomes, mais les électrons, représentés par ces bâtons et qui relient les atomes. Explication. L'oxygène adore les électrons. Il attire fortement ces particules ayant une charge négative. Les atomes d'hydrogène en font les frais et ont une charge partielle positive. C'est très important, parce que ça fonctionne comme un petit aimant. Je ne devrais pas l'appeler comme ça, mais c'est un peu pareil. À cela s'ajoute que l'oxygène a 2 paires d'électrons libres. Des électrons supplémentaires qui permettent à la molécule d'eau de créer d'autres liaisons. Donc celle-ci possède non pas 2, mais 4 liaisons fortes. Voici à quoi ressemble la molécule d'eau. Elle a une forme de tétraèdre, avec 4 coins, 2 formés par les atomes d'hydrogène chargés positivement et 2 par des paires d'électrons négatifs. Et tous les 4 peuvent se lier à autre chose à tout moment. Cela crée des liaisons hydrogènes qui sont plus puissantes que d'autres liaisons intermoléculaires et qui explique que l'eau se comporte aussi bizarrement. C'est à cause de ces liaisons hydrogènes que l'eau a un point d'ébullition si élevé. Elles sont très résistantes, comme de la superglue. Ça prend beaucoup de temps de faire bouillir une casserole d'eau. Ça consomme beaucoup d'énergie, entre autres parce qu'il est très difficile de briser les liaisons hydrogènes. La structure tétraédrique des molécules d'eau leur permet de former des liaisons dans tous les sens. Cela donne un immense réseau moléculaire d'une grande cohésion. C'est ce vaste réseau de liaisons hydrogènes qui explique les caractéristiques de l'eau liquide. Cela explique aussi pourquoi sur Terre, l'eau liquide adhère aux surfaces. Si les liaisons hydrogènes étaient plus faibles de 22% seulement, l'eau s'évaporerait des 37 degrés.
Reste un phénomène bizarre. Pourquoi l'eau de plus de 4 degrés est-elle plus dense que la glace? Est-ce aussi une question de liaison? Dans l'eau liquide, les liaisons hydrogènes se font et se défont sans cesse, et parfois peuvent se resserrer. Mais dans la glace, les liaisons se figent dans une configuration plus stable, avec plus d'espace entre chaque molécule. Voilà pourquoi la glace est moins dense que l'eau liquide. Si les molécules d'eau étaient des personnes, l'eau liquide serait comme une foule compacte qui pogote, et la glace serait un ensemble de danseurs disciplinés qui respectent les distances. Voilà le secret de l'eau. Elle se compose, certes, uniquement de 2 éléments tout à fait communs et piochés dans le kit de construction de base de l'univers, mais elle a des liaisons et une structure particulière, ainsi que des pôles positifs et négatifs. C'est d'ailleurs à sa polarité que l'eau doit sa deuxième fonction essentielle, celle de solvant. Je reprends l'exemple d'une casserole de pâtes parce que je commence à avoir faim. Si vous versez du sel dans l'eau de la casserole, qu'est-ce que vous voyez? Le sel qui disparaît. C'est parce que l'eau est l'un des meilleurs solvants sur Terre. Et là aussi, c'est à cause de sa polarité. Tels de minuscules aimants, les molécules d'eau attirent d'autres molécules polarisées, comme le sel. Elles décomposent leurs éléments et les emprisonnent. Et puisque l'eau coule, elle peut transporter ces particules dissoutes d'un point A à un point B. Il existe d'autres solvants capables de dissoudre des sels, ou d'autres choses dans notre sang. Mais là encore, c'est une question de température et de pression. À notre température corporelle, 37 degrés, l'eau est le solvant idéal. La structure moléculaire de l'eau fait que, dans les conditions terrestres, l'eau est encore plus polyvalente qu'un couteau suisse. Here's a can opener. That's the regular blade. Here's a screwdriver. Et le reste de l'univers alors? Dans le froid extrême de l'espace qui paralyse les réactions chimiques, l'eau favorise-t-elle aussi la vie? Comment se comporte-t-elle tout là-haut? On a réussi à fabriquer 19 formes cristallines de glace en laboratoire et la recherche est encore loin d'être terminée. On pense qu'il existe au moins 42 autres formes de glace qu'on ne sait pas encore recréer en laboratoire mais qui existent peut-être quelque part dans l'univers. L'eau est une incroyable transformiste. Dans l'univers, la forme la plus courante de l'eau est la glace amorphe. Dans le vide et le froid intersidéral, l'eau devient un fluide visqueux et vitreux. À la différence de la plupart des formes de glace qui sont cristallines, donc où les molécules d'eau sont figées dans un arrangement régulier, les molécules de la glace amorphe forment un amas chaotique. Un peu comme si l'eau à l'état liquide avait gelé instantanément. Dans ces conditions extrêmes, l'eau peut-elle servir de nurserie pour la vie? A-t-elle d'autres cordes à son arc? L'une de ces cordes, c'est que dans l'espace, l'eau est le lieu de naissance de nombreuses molécules. On en connaît certaines qui sont incroyablement difficiles à fabriquer en laboratoire, mais qui sont présentes dans l'espace. Les molécules de l'eau sont polarisées. Elles se lient solidement entre elles, mais aussi aux autres molécules à la surface des grains de poussière cosmique, ce qui piège les éléments volatiles. De quoi faire de la glace amorphe le lieu de rencontre de tous les éléments et molécules possibles qui circulent dans l'espace. Cela peut conduire à la formation de glycine, le plus simple des acides aminés. On a détecté de la glycine sur la comète Chury, celle qui a été visitée par Rosetta. Sur cette comète riche en eau gelée, on a aussi trouvé beaucoup de matière organique. Les acides aminés, indispensables à la vie, se composent d'éléments qui ont tous été retrouvés dans la glace amorphe. Si ces corps simples sont vraiment nés dans la glace des comètes, cela pourrait soutenir la théorie selon laquelle le kit de démarrage de la vie est arrivé sur Terre depuis l'espace. La glycine est d'ailleurs le seul acide aminé qui ne nécessite pas d'eau liquide pour se former. Si la glycine est apparue dans la glace amorphe, ça voudrait dire que l'eau soutient la vie dans les conditions les plus hostiles et dès que l'occasion se présente.
Si on prend notre planète pour exemple, et autant que semblent le montrer les relevés géologiques, à partir du moment où il y a eu de l'eau liquide stable à la surface de la Terre, la vie est apparue. La Terre a environ 4,5 milliards d'années. Certaines découvertes laissent penser que l'eau liquide était déjà présente il y a plus de 4 milliards d'années. Des études récentes situent à peu près au même moment l'apparition des premiers organismes unicellulaires. Est-ce le fruit du hasard? Ou l'univers est-il vraiment profondément biophile? Et l'eau en est la preuve. Comment savoir? Vous voulez que je vous dise ce que moi j'en pense? Ok. L'eau liquide a-t-elle quoi que ce soit de spécial et d'unique qui en fait l'élément idéal pour favoriser la vie? Je pense que la clé, là encore, se trouve dans les détails de sa structure moléculaire. La structure de l'eau en fait une sorte de tuteur pour la vie, un lieu de rencontre et de mélange pour les molécules. Sa structure particulière en fait un liquide très sensible. J'entends par là que la structure de l'eau devient sensible à ce qu'elle contient. L'eau fait l'objet de toutes sortes de croyances ésotériques. Celle qu'elle détient une mémoire n'étant pas la moindre. Mais d'une part, c'est faux, et d'autre part, ce n'est pas le sujet. On parle ici de l'eau intracellulaire et de son interaction avec les autres composants de nos cellules. Elle devient sensible aux biomolécules, les protéines, les acides nucléiques comme l'ADN, etc., qui sont dissous en elle. L'eau y répond. Elle réorganise subtilement son réseau tridimensionnel autour de ces molécules, de façon à les aider à interagir et à communiquer entre elles. Ainsi, l'eau est à la fois un solvant, un moyen de transport et un partenaire de réaction chimique, mais aussi un lieu de rencontre, un canal de communication, un connecteur de molécules, un milieu inégalable dans et à partir duquel la vie apparaît. Mon hypothèse, c'est que si on trouve de la vie ailleurs dans l'univers, celle-ci reposera sur le même genre de sensibilité au niveau moléculaire, à savoir entre les différentes molécules dissoutes dans un même milieu. Et pour autant qu'on sache, aucun autre liquide que l'eau ne peut assumer ce rôle. Quelle belle pensée que celle d'un univers biophile, qui pour aider la vie met à disposition une substance incolore, inodore, insipide et pourtant loin d'être banale. Une matière bizarroïde au comportement anormal, capable d'assembler les briques moléculaires de la vie avec un tel talent que cela finit par donner un monde aussi beau que le nôtre.